Je vais vous emmener en province. Vous allez découvrir le véritable état du pays qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'en fait la propagande occidentale. Pour en faire des instruments agricoles. On est journaliste, Hey, à quelle organisation appartenez-vous? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Vous savez ce que vous risquez? Je ne veux pas courir. Police! Vous êtes recherché par toutes les polices. Come on, Mike, slow down. We are late. My stomach, Mike. I need a ginger ale. Get a ginger ale and nothing. Rendez-vous avec Pol Pot quand Ritipan explore de nouveau la folie du régime Khmer Rouge. L'Armée des Ombres, le film chef-d'œuvre, ressort dans une version restaurée à l'occasion des 80 ans du débarquement de Normandie. Et puis Bad Boys Ride or Die, le duo Will Smith-Martin Lawrence revient pour le 4e opus de la saga. Voilà pour le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à vous et bonjour Thomas Borès. Bonjour Natacha. Et vous avez d'abord décidé de nous parler du nouveau film donc de Ritipan. Rendez-vous avec Pol Pot, une plongée dans le Cambodge sous le joug des Khmer Rouges. C'est avec Irène Jacob et Grégoire Collin. Voilà, et l'action du film de Ritipan se passe précisément en 1978. Le Cambodge donc vient d'entrer dans l'une des périodes les plus pénibles et sombres de son histoire. Pol Pot, homme d'État omnipotent et chef des Khmers rouges et du Parti communiste du Kampuchea, comme on l'appelait à l'époque, a mis son peuple sous cloche et va bien entendu procéder à un génocide. Alors l'action décrit ici l'arrivée de 3 journalistes français qui espèrent obtenir un entretien exclusif avec Pol Pot. En attendant, ils vivent sous le contrôle des autorités dans un pays à l'arrêt. Regardez. Pourquoi vous mentez? Qu'est-ce que vous avez fait de Paul? Vous n'avez rien compris à notre révolution. Ni rien ni personne ne pourra nous empêcher de mener à bien notre projet de nouvelle société. L'ANCAR va créer des hommes nouveaux, à partir de la classe des paysans pauvres, mettre fin à 2000 ans de l'histoire qui ont abouti au matérialisme et à la décadence, revenir à la pureté originelle. Ceux qui pourront être réformés le seront, les autres seront éliminés. Et le cinéma de Ritipan continue d'être marqué et traversé par l'histoire de son pays, donc le Cambodge. Et donc, d'une certaine manière, intimement par sa propre histoire, parce qu'il faut le rappeler, Ritipan, dans sa jeunesse, a été interné, comme beaucoup de jeunes Cambodgiens, dans un camp Khmer Rouge. Il parviendra toutefois à s'échapper et rejoindre la France, où il étudiera d'ailleurs le cinéma. Alors, c'est vrai que c'est dans sa forme documentaire que le cinéma de Ritipan trouve sa pleine expression et il touche au plus juste. Citons son chef-d'œuvre, S21, la machine de mort Khmer Rouge, mais il y avait aussi les artistes du théâtre brûlé, Douche, le maître des forges de l'enfer, ou encore le puissant, l'image manquante. C'est vrai que je suis moins convaincu, moi, par sa fiction, qui apparaît souvent comme figée. Il n'empêche que dans ses rendez-vous avec Pol Pot, inspiré très librement, il faut le noter, de l'histoire d'une vraie journaliste. Elle était américaine, elle était alors correspondante à Phnom Penh pour le Washington Post. Elle s'appelle Elizabeth Becker. Il parvient, alors je le disais, à matérialiser quand même et à rendre vivant une violence sourde qui reste principalement hors champ bien entendu. Pourquoi? Pour dissimuler la violence au regard des Occidentaux présents. Voilà, la restitution et l'attente de l'angoisse qu'elle suppose est vraiment viscéralement ressentie. Là encore, ce que j'ai aimé, c'est la manière dont il utilise au sein de cette fiction les archives qui viennent pas juste pour suppléer la fiction, mais vraiment s'inscrire complètement dans le dynamisme même du film. Voilà. On va écouter Ritipan. Il était présent avec son film, ainsi qu'une partie de son casting, Irène Jacob ou encore Grégoire Collin. Grégoire Collin était présent sur la croisette où le film était sélectionné dans la section Cannes Première. Yong Shim et Marion Chaval l'ont rencontré. On écoute Ritipan. Il vaut mieux pas voir l'horreur et rester vivant. Et si on voit l'horreur, on reste vivant, il faut témoigner. Moi, je vis du cinéma comme nécessité d'exprimer quelque chose. Alors, vous voyez, je crois en force de l'image. Parce que quand j'étais enfant, que j'ai vécu sous le Khmer Rouge, je regardais souvent le ciel et je rêvais qu'on me parachute en appareil photo. Voilà, Ritipan au micro de Yong Shim et Marion Chaval à Cannes.
On va changer totalement de décor avec En attendant la nuit de la cinéaste française Céline Rouzet qui tente de redéfinir les contours du film de vampire. On suit l'arrivée d'une famille dans une banlieue pavillonnaire. Philémon, l'adolescent, a soif de sang pour survivre. Qu'est-ce que ça donne ? Alors, écoutez, c'est la poursuite du fameux grand boom du cinéma fantastique français. C'est vrai que le film réussit en grande partie son pari, en tout cas dans sa première partie. On suit d'abord l'itinéraire vraiment contrarié d'un ado vampire, envisagé en fait comme une victime de sa différence. C'est pas le vampire à la Nosferatu. Et la première partie, je disais, elle parvient vraiment. Pourquoi ? Parce qu'il y a un doux malaise qui s'installe et un vrai suspense presque hitchcockien où on voit sa maman, qui est incarnée par Élodie Bouchez, essayer de subtiliser des poches de sang. Voilà, ça donne quelque chose d'assez tendu. Après, ce qui est dommage, c'est que le film va s'enliser dans une espèce de drame adolescent assez convenu. C'est-à-dire qu'à travers cette histoire de vampirisme, eh bien, c'est toutes les contrariétés adolescentes qui sont envisagées. Du coup, toute l'acmé gore marche un petit peu moins et paraît artificiel. Je vous propose quand même de regarder à quoi ça ressemble. T'es un peu bizarre, toi. Regarde un mouchoir. Christophe, laisse pas faire. Calme, bouge. Ça t'a fait quoi quand tu l'es chez maman? Je sais pas ce qui m'arrive. T'es chez moi ici. Pourquoi vous m'avez laissé vivre ça? Où est-ce qu'on s'enfuit? Laisse-la, je te dis. Et alors que nous fêtons cette semaine les 80 ans du débarquement de Normandie, vous allez nous parler, Thomas, de la restauration d'un monument du film de guerre français. C'est L'Armée des Ombres de Jean-Pierre Melville, le plus grand jamais tourné sur la résistance française. Oui, et le film était d'ailleurs présenté dans sa version restaurée cette année même à Cannes. Alors, le film est inspiré du roman du même nom de Joseph Kessel. Joseph Kessel, comme d'ailleurs Jean-Pierre Melville, ont tous les deux fait partie de la résistance. On peut dire que ce geste cinématographique est presque doublement autobiographique. Alors, il raconte le destin en fait d'un groupe de résistants et notamment d'un de leurs chefs en particulier, Gerbier, incarné par Lino Ventura, capturé par la Gestapo en 1942. Alors, le film raconte vraiment le calvaire et sa tentative d'évasion. C'est absolument formidable. C'est tourné donc en 69. Il a tourné déjà Le Samouraï, qui était jusqu'ici son chef-d'œuvre, Jean-Pierre Melville. Eh bien, il va faire mieux presque avec ce film d'un tout autre genre. Comment dire, c'est déjà sa lumière somptueuse, signée Pierre Lhomme, qui vraiment restitue vraiment tout le crépuscule de cette période. C'est fiévreux, c'est habité, c'est hanté, c'est tragique. C'est du grand cinéma, regardez. Les dettes se paieront. S'ils vous prennent, on sera bien obligé de vous remplacer. Supposez que vous êtes obligé de livrer vos amis. Je suis sûr que mes camarades réussiront. Votre mari, il est au courant de vos activités? Absolument pas. Je vais mourir. Et si je n'y crois pas jusqu'au dernier instant, jusqu'à la plus fine limite, je ne mourrai jamais. Voilà. Et ce débarquement de Normandie est bien sûr un événement crucial de l'histoire qui a inspiré les cinéastes. Vous nous avez concocté une petite liste de films incontournables. Thomas, quels sont-ils ? D'abord, il y a Le jour le plus long de Daryl Zanuck en 1962. Daryl Zanuck, c'est un producteur. Donc là, vraiment, il devient réalisateur pour une espèce de super production qui réunit à l'époque tout le gratin du cinéma international. Côté États-Unis, John Wayne, Robert Mitchum ou encore Henry Fonda. Et côté français, Arletty, Bourvil notamment. Alors, le film décrit vraiment avec une précision historique tout le débarquement allié en Normandie, des préparatifs, des doutes aussi, et finalement l'attaque. C'est spectaculaire. Et longtemps, d'ailleurs, on a cru qu'il serait impossible de toucher à ce film. Et c'est vrai que les producteurs ont été assez frileux sur le débarquement. Notons quand même Le Patton de Franklin J. Schnaffer, coécrit par le tout jeune Francis Ford Coppola, film bardé d'Oscars. Absolument dingue aussi celui-là.
là. Au-delà de la gloire, The Big Red One, qui est un peu mon préféré. Pourquoi? C'est de Samuel Fuller, il est signé de 1980. Samuel Fuller, il a fait lui-même le débarquement, il a participé au débarquement, il était le 6 juin 1944 sur la plage d'Omaha, ce qui rajoute une part d'authenticité à son film. Et puis le film qui fait, on va dire, égal et qui a même dépassé Le jour le plus long, c'est Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg en 1998. Film d'ailleurs qui ressort dans nos salles françaises cette semaine. Un film qui sidère encore aujourd'hui par son réalisme et sa force quasi documentaire. On se souvient des images traumatisantes du débarquement dans sa première partie. Et puis quand même, in fine, toujours aussi le lyrisme hollywoodien présent dans ce chef-d'œuvre. Merci Thomas pour cette liste qui donne envie de voir et de revoir tous ces chefs-d'œuvre. On termine avec le retour de Will Smith et Martin Lawrence, les deux super flics de la saga Bad Boys. Voilà, Bad Boys, c'est le 4e volet. Tout ça avait commencé en 1995 sous l'égide du cinéaste adepte du trop-plein permanent Michael Bay. Michael Bay, l'auteur aussi de la saga Transformers. L'idée était à l'époque de surfer, vous savez, sur la vague de la comédie d'action et les buddy movies. Vous savez, on associe en fait presque parfois des éléments contraires, notamment L'Arme fatale avec Mel Gibson et Danny Glover. Là, ce film, c'était donc avec Will Smith et Martin Lawrence en deux flics, donc à Miami. Il y a eu une suite en 2003, toujours de Michael Bay. Et puis ensuite, on a fait confiance à un duo de cinéastes belges, Adil El Harbi et Bilal Fallah, qui récidive d'ailleurs aujourd'hui. Alors, c'est pas forcément la meilleure des choses, parce que je trouve que c'est très clipesque, voilà, comme atmosphère. Toujours est-il que Will Smith et Martin Lawrence, eux, n'ont pas bougé, contrairement aux cinéastes, ou presque. Comme vous, Thomas, vous ne bougez pas. Mais je ne bouge pas, le temps passe sur moi. Merci Thomas, merci à vous de votre fidélité. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux. On se quitte avec la bande-annonce donc de Bad Boys avec Will Smith et Martin Lawrence. Je vous dis à très vite sur France 24. They're armed and dangerous. In 5, 4, 3. No! Windshield wiper fluid! It's flammable! I ain't no damn scientist! Y'all are some terrible fucking fugitives. I need nasty Mike. Bad boy. I got this. What